Ce serait bien qu'on puisse enregistrer tout ça. Donc là, on est une dizaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils seraient là, qui ne sont pas encore là. Alors, je reviens tout de Il y a suite. Thérèse qui vient de s'ajouter. Virginie, hello, hello, hello. C'est gai. Donc, on peut peut-être attendre encore une couple de minutes et on va se lancer dans ce grand voyage. Ah, coucou Samia. Ah, hello. Euh, Alors, Alexandra, tu peux peut-être nous raconter un petit peu ton parcours qui fait qu'aujourd'hui, tu offres des séjours dans le désert. Alors, je vais essayer de faire ça. Bref, le pourquoi, l'appel de la transformation, etc., etc. Donc, en fait, ben, moi, je suis née en France il y a une petite cinquantaine d'années, pas encore, bientôt. Et puis, voilà, donc j'ai passé une grosse partie de ma vie, comme je le disais, là, en France, en bord de mer. Et puis, en 2013, j'ai fait un choix de venir m'installer au Québec. Donc, je suis venue avec ma famille, mon ex-mari et mes deux enfants m'installer au Québec. Je suis extrêmement fière aujourd'hui d'avoir la citoyenneté canadienne. Donc, je suis franco-canadienne et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Et puis, voilà, j'avais un choix de vie à faire parce que ça faisait des années et des années que je voulais malheureusement et heureusement me séparer de mon ex-mari. Et un jour, je me mets sur Internet et quand on est guidé par le destin, quand on est guidé par l'univers, il y a des choses qui se passent. Et donc, je me dis, je connaissais le désert parce que c'était un univers qui m'avait toujours appelé. J'avais beaucoup voyagé dans le désert. Et donc, je clique retraite spirituelle dans le désert et je tombe sur un site au Maroc. Et donc, voilà. Et donc, je m'en vais faire ma retraite et ma retraite se passe au bivouac Nour Sahara. Voilà. Hmm. Donc, moi, je suis arrivée là-bas en tant que touriste. Et puis, bon, bah voilà, j'ai eu littéralement un coup de foudre pour le lieu et puis un coup de foudre pour le propriétaire du lieu. Donc voilà, en fait, je fais vraiment, je résume très très vite. À l'époque, il s'est strictement rien passé parce que moi, comme je dis toujours, je venais fermer un gros livre. Je venais en fait trouver la force dans le désert pour rentrer chez moi et dire à mon ex-mari, bah, écoute, c'est fini parce que ça faisait 10 ans que j'essayais de le faire et que je n'y arrivais pas. Donc voilà, et puis ben, en février 2022, j'ai fermé la porte de ma maison à Québec et je suis repartie dans le désert en me disant, advienne ce qu'adviendra, j'ai une aventure à faire, c'est un lieu qui m'a appelé, il s'est passé quelque chose. Et voilà. Et maintenant, ben, je suis toujours restée là-bas. L'histoire d'amour est toujours là, toujours belle. Et en plus, ben, j'ai développé, j'aide de Larsen. En fait, on développe ensemble le bivouac et on accueille des groupes, des particuliers, des gens qui viennent seuls. Et on fait en fait vivre toute cette magie du désert que l'on a en nous, en fait. Et je le disais justement à une amie hier soir, c'est que je lui disais, ce que je trouve tellement beau, c'est que cette magie que moi j'ai découverte au bivouac, cette énergie que j'ai découverte quand moi j'y suis allée en tant que touriste, pardon, c'est exactement la même chose que je vois dans les gens, des voyageurs qui viennent chez nous. Et pour moi, c'est tellement beau là, parce qu'on voit tellement de transformations dans le désert. Et puis, ben nous, on avait vraiment envie de garder ce côté. Je voulais pas d'un campement, d'un bivouac qui soit dans un campement du tourisme de masse. Il y en a beaucoup au Maroc. Là, le Maroc, c'est une destination de plus en plus prisée. Mais on voulait garder l'âme du bivouac. C'est-à-dire moi, je veux pas une usine à touristes où il y a 100 personnes dans mon bivouac. Ça, pour moi, c'est pas possible. Et aussi pourquoi? Parce que Larsen, c'est un enfant qui est né dans le désert. C'est vraiment un Sahraoui. Il est issu d'une famille de 10 enfants. Sa maman, elle l'a mis au monde sous un acacia. Donc, il y a vraiment toute cette culture berbère, etc. Et ben voilà. Donc, nous, on offre vraiment des séjours authentiques dans un lieu qui nous est très cher et vraiment en immersion avec la culture nomade et la culture sahraoui. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent avec nous sont tous des fils, ce que j'appelle des fils du désert. Et puis, je peux vous promettre qu'il n'y en a pas un. On peut leur donner un passeport, là, ils ne veulent pas s'en aller. Ils sont vraiment ancrés dans leur tradition, leurs racines, et ils ont cette passion du désert, cette passion de transmettre, de partager avec les clients.
que voilà, ça offre vraiment des très, très, très beaux voyages et vraiment des gros moments de partage. Donc Hmm, voilà, en gros, mon histoire et comment j'ai mis les deux pieds dans le sable et que je suis restée mes deux pieds dans le sable. c'est merveilleux. Alors, ben, bienvenue à tous, à toutes pour ce petit plongeon, en fait, une exploration hein, de ce qui sera offert, des questions pratiques aussi par rapport au désert. Moi, la raison pour laquelle je suis allée vers Alexandra, c'est que j'ai eu un élan très fort d'aller dans le désert ce printemps. Et suite à cet élan-là, j'ai parlé à ma fille, Emmanuelle, qui avait fait une retraite au désert avec Alexandra l'année d'avant et qui m'avait dit, écoute, maman, c'est un lieu paradisiaque, Alexandra est extraordinaire, l'équipe. Donc, quand j'ai pris contact avec Alexandra, ça a été très, très facile, hein, très simple. Et ce qui me plaisait aussi profondément, d'abord, c'était que tu étais toujours disponible comme ça. Et, c'était vraiment beau. Et l'autre chose, c'était que euh, c'était que tout était inclus. Tu vois, c'est comme, t'as pas à te soucier de quoi que ce soit. En fait, c'est un clé en main. Tu arrives, tu es prêt à l'aéroport et tu reviens à l'aéroport. Tu vois, il y a aucun tracas de se préoccuper. C'est qui embarque dans quel bus et tout. Non, non, non. Tu vois, clé en main, moi, ça me convenait complètement. Et donc, ça m'a plu et j'ai fait un autre contact avec une autre équipe du désert et c'était pas la même fluidité. Donc, j'ai pas hésité, hein. Je pense que ça a pris 2 semaines, c'était booké et voilà. Donc, ça a été très rapide et très, très, très fluide. Et ce que je sens, c'est que ça va continuer à être fluide parce que c'est ça. C'est vraiment, c'est comme ça que ça se présente en tout cas. Alors, je sais, bon, par rapport à la retraite comme telle, ben, les personnes qui sont là me connaissent. Ouais. Donc, en fait, c'est c'est une retraite de plongeon dans le silence. Vous me connaissez dans la sensibilité, dans l'exploration du vrai, du réel, de ce qui est plus profondément vivant en nous-mêmes. Et pour moi, l'espace du désert, c'est un espace où la terre est porteuse, en fait, de ce silence. De ce miroir, en fait, de ce que l'on est profondément. Et pour moi, c'est une joie de retourner faire une retraite au désert. Alors, la façon que j'avais discuté avec Alexandra quant au type de voyage, parce qu'il y a la possibilité d'être au bivouac fixe, donc à l'endroit, tu pourras nous en dire un peu plus sur le bivouac fixe, mais ce que je comprends, ce sont des chambres dans lesquelles ben, tu sais, il y a du confort, il y a les toilettes, il y a les douches, mais on est quand même au cœur du désert. On passe quelques jours là, on va se poser, on va faire des rencontres, etc. Je pense que c'est les 4 premiers jours, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, on part 4 jours en trek sauvage. On va partir avec nos dromadaires, notre petit sac à dos. Et là, on va dormir à la Belle Étoile ou dans des petites tentes individuelles. On va suivre la sagesse des Bédouins. On dit les Bédouins ou pas? On dit les... Non, bah, on appelle ça des Sahraouis. Bon, sinon, on Les peut dire les Sahraouis. Touaregs aussi. Mais c'est vraiment OK. Et les Sahraouis. Enfin, il y a tellement de noms, en fait. Mais à la base, ce sont des Berbères aussi. Ah oui, OK. Donc, C'est le peuple nous berbère. allons nous en remettre à la sagesse des Berbères pour nous guider dans ce grand et mystérieux désert. Et on va terminer en douceur dans le bivouac fixe pour les derniers jours avant de retourner à Marrakech. Voilà, donc ça, c'était mon intention du cœur d'offrir cet espace-là. Et je laisse Alexandra, si tu veux poursuivre ou s'il y a des questions, je ne sais pas comment je te laisse faire. Oui, donc effectivement, comme vous disiez, Della, pour moi, en tant que voyageuse, parce que voilà, j'offre des voyages, mais je suis aussi une grande voyageuse, il est toujours très important pour moi, en fait, d'offrir des tout inclus. Pourquoi? Parce que je veux que lorsque vous soyez en voyage, moi, je dis toujours à mes clients, quand vous arrivez à l'aéroport, là, déposez votre portefeuille dans votre valise. Je veux pas qu'il y ait de soucis de dire, ah, mais il faut payer ci et il faut payer ça, parce que ça, mais c'est une expérience qui m'est arrivée quand je suis allée en Tunisie
où on pense qu'on va pas payer, puis finalement, on a toujours un devoir payer le repas, payer les boissons, payer les ci, payer les ça. Et au bout d'un moment, ça amène un certain inconfort. Et quand on est dans une retraite telle que l'offre d'Ella, on doit vraiment avoir l'esprit complètement dégagé du matériel pour vraiment se centrer sur Mhm. soi-même. Donc, moi, c'est très, très important. Donc, comme le dit Della, nous, il y a une prise en charge que vous descendiez de l'avion jusqu'au moment où vous rentrez à l'aéroport. Donc, à part vos dépenses personnelles, et si vous souhaitez donner du pourboire à l'équipe en fin de séjour, tout est inclus jusqu'à vos boissons. Donc, après, tous les détails, on vous dira, il n'y a pas toutes les boissons là, qui sont incluses, mais l'eau, le thé, le café, tout ça, c'est inclus. Tous vos repas sont inclus. Les transports sont inclus. Donc, vous n'avez vraiment aucun souci. Donc, vous partez vraiment avec un voyage qui est clé en main. Et puis, vous avez juste à vous occuper de vous et de vous faire plaisir. Donc, je vais reprendre rapidement le planning. Je me remets dessus. Donc voilà, donc comme le disait Della, donc le 1er mars, c'est une arrivée à l'aéroport. Là, l'équipe, soit moi, soit l'équipe, quelqu'un vient vous récupérer et puis vous faites la route en fait jusqu'au désert. Donc vous descendez dans des minibus privés avec des équipes complètement de confiance avec lesquelles on travaille. Donc, il y a à peu près 8 heures de route à faire. Donc, ça peut être un peu apeurant, là, quand je vous dis ça comme ça, mais ça ne l'est pas. Parce que de descendre de Marrakech jusqu'à Mamid, là, vous allez traverser des paysages qui sont juste grandioses. Donc, et puis, il y a des pauses le matin, il y a une pause dîner le midi, et puis il y a une pause aussi l'après-midi. Donc, le transfert se fait vraiment très, 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 très bien. Donc, en fin d'après-midi, ben, vous allez arriver au bivouac. Et puis là, ben, vous allez arriver, pouvoir enlever vos souliers et mettre les pieds dans le sable, parce que là, vous êtes parti pour une grande aventure désertique. Et on va passer 3 jours au bivouac fixe. Donc là, moi, je vous parle vraiment du côté logistique, pas forcément de ce que vous allez faire avec Della, hein. Après, le contenu de l'accompagnement de Della, elle vous en parlera plus en profondeur. Donc là, vous allez être 3 jours au bivouac fixe, donc où vous allez pouvoir vous reposer, aller marcher, parce qu'en fait, nous, notre bivouac, il est au pied de dunes. Donc vous êtes vraiment déjà au cœur du désert. Nous, autour de nous, là, il y a des dunes et du sable et des cailloux et des arbres. Il n'y a personne. À 15 kilomètres, il n'y a personne autour de nous. Et ça, c'est vraiment une chance que l'on a parce qu'on est le seul bivouac dans cette région-là et il n'y en aura jamais personne d'autre. Donc, on a comme le disait Edela, on vit le silence, on goûte le silence, on apprécie le silence. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime parce que je dis toujours, quand il y a du bruit ici, c'est nous qui provoquons le bruit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est magique. Donc, jusqu'au 4, en fait, vous êtes au bivouac. Et puis, le 5 mars, c'est le départ en trek. Donc là, départ en trek, ça veut dire on fait les sacs à dos et on part avec la caravane de dromadaires, notre équipe. Et puis, on s'en va marcher. En règle générale, on fait des marches de 3 heures. Donc, c'est pas des marches hyper sportives, hein. C'est des marches qui sont, je veux dire, un rythme normal de marche. C'est absolument pas difficile. Et puis, il y a des pauses, en fait, pendant la marche. Comment ça se passe? Après, on arrive en fait en tout début d'après-midi, on arrive sur le campement. Donc là, on enlève, on dépose nos affaires, sachant que ce sont les dromadaires qui portent vos sacs, hein. Quand je vous dis vos affaires, c'est pas vous qui allez porter le gros sac à dos. Vous allez juste avoir un petit sac à dos avec vous, dans lequel vous mettrez l'essentiel. Ça, on en parlera plus tard. Et puis là, vous arrivez, c'est le thé, l'accueil avec le thé, hein, le thé traditionnel au Maroc. Vous allez faire votre dîner et puis en fonction du programme de Della, ben voilà, vous allez faire vos ateliers, vous allez faire vos accompagnements, vous allez vous reposer, enfin, etc. Donc, et vous allez vraiment goûter encore à une autre forme du désert. Parce que moi, je dis toujours, être dans le confort du bivouac, c'est juste quelque chose de magique. Mais goûter la méhari, goûter de marcher dans le désert avec les dromadaires, avec l'équipe, se retrouver au milieu de dunes, sous un ciel complètement étoilé que vous ne pouvez pas imaginer, c'est juste magique. C'est vraiment une expérience et je pense qu'il faut vraiment faire les deux quand on veut aller dans le désert. Donc après, ben voilà, vous avez vos activités, il y a le repas le soir, il y a la veillée autour du feu avec l'équipe. Donc là, c'est soit des chants, soit des moments de partage, enfin voilà. Et le lendemain matin, donc vous dormez en tente.
ou vous dormez à la Belle Étoile. Vous pouvez faire les deux. C'est comme vous voulez. Nous, en mars, là, début mars, c'est vraiment sympa de faire à la Belle Étoile parce que voilà, les températures sont juste idéales. Mais bon, après, ça appartient à chacun. Et puis, ben, en fait, le 6, le 7, c'est le même programme. Donc, le matin, on se lève, on prend notre sac, on va marcher, on va vers un autre campement. Donc, il y a de la marche tous les jours. Et puis, pour celles et ceux qui se disent, hey, moi, j'ai pas assez marché dans la journée, des fois, ça arrive, on a des gens qui veulent vraiment marcher beaucoup, mais on doit suivre un peu le rythme du groupe. C'est pour ça que moi, je mets jamais plus de 3 heures de marche sur un groupe, sauf si l'accompagnateur me dit, on a des groupes sportifs qui viennent puis qui marchent 5 à 6 heures par jour, mais c'est le but de leur voyage. Mais s'il y a des gens qui se disent, ben moi, j'ai pas encore assez marché, puis ça me tente très bien d'aller faire une marche le soir, mais vous avez aussi la possibilité de repartir en fonction du programme de Della, bien sûr, de repartir avec notre équipe parce que le soir, bah, ils s'en vont chercher le bois dans le désert, ils s'en vont récupérer les dromadaires qui se sont un petit peu enfuis dans la journée. Enfin voilà, donc il y a aussi tout un partage qu'on peut faire aussi avec l'équipe parce que bien sûr, vous ne partez pas seul marcher dans le désert, ça c'est une évidence. On n'a pas envie de vous perdre. Donc voilà, donc ça c'est comment ça se passe en gros dans le désert. Et puis le 8, donc là, on part le matin et on retourne vers le bivouac fixe. Donc on arrive avant le dîner. Vous allez aller prendre une bonne douche bien méritée. Puis après, ben voilà, vous retrouverez le bivouac. On y restera le 9 et le 10. Le 11, on part du bivouac pour retourner vers Marrakech. Et puis là, ben, la soirée se passera sur Marrakech avec un hébergement dans Marrakech. Et le 12, malheureusement, bye bye, vous repartez. C'est le transfert à l'aéroport. Et puis, donc voilà. Donc, voilà en gros, vraiment en gros, comment ça se déroule. Donc là, je vais vous laisser aller vis-à-vis des questions, voir si Edella veut parler plus de son accompagnement. Je sais pas comment, mais bon, ça, c'est peut-être plus après. Donc, voilà en gros comment ça se passe, comment cette semaine est articulée, en fait. Alors, est-ce qu'il y a l'une ou l'autre personne qui aurait des questions? Ouais. Oui, Vous m'entendez? oui. Ouais. Bonsoir tout le monde. Allô? Oui, j'ai une question pour Alexandra. Vous disiez que c'était, ouais, que c'était, vous faisiez des petits groupes, mais c'est à peu près combien de personnes en fait, hein? OK. Le Tu parles, groupe, oui. Ouais, le groupe là de Della, ce sera combien de personnes maximum, hein? Maximum, Alexandra, si tu me corriges bien, je crois que c'est 30, 32, 33, quelque chose comme ça. Alors, en fait, nous, dans le bivouac, on a 12 chambres. On a 12 chambres avec des salles de bain privatives. Donc, si on veut faire du couchage double, c'est 24 personnes maximum. Si, parce qu'on a des chambres qui peuvent aller jusqu'à 3, voire 4 lits simples. Donc là, si je monte la capacité en 3 lits simples dans certaines chambres, parce que je ne mets pas 3 lits simples dans toutes les chambres, je peux monter la capacité du groupe à 31 personnes Ok. avec si Merci. tout le monde a un lit avec la salle de bain. Mais j'ai accueilli un groupe l'année dernière de 47 personnes. Donc, il y avait le deal. Là, il y avait des gens qui voulaient dormir dehors, qui dormaient en tente. Puis après, les gens allaient dans les douches communes, etc. Mais si Mhm. vraiment on veut le confort de la chambre en double, c'est 24 personnes. Double et triple, c'est 31 personnes. D'accord. Merci. Ah, Elisabeth. Salomé, allô? D'autres questions? Il y a peut-être, Alexandra, la question des bêtes, des petits scorpions, des serpents. J'ai entendu, il y avait des préoccupations en ce sens. Est-ce que tu peux nous en parler? Un jeune de 18 ans est accusé aujourd'hui d'avoir poignardé une professeure et un élève, des faits survenus au lycée Paul d'Antibes. L'assaillant est un ancien élève de Il y a l'établissement. quelqu'un qui a un volume sur les nouvelles. Thérèse, oui. Thérèse, ton micro est allumé, hein. Je ne sais pas si tu sais ça. OK. Donc, en fait, bah voilà, je vais vous parler toujours des questions communes qui reviennent dans les groupes. Donc, est-ce qu'il y a des bibites, est-ce qu'il y a des petites bêtes dans le désert? Alors, oui, il y a des bêtes dans le désert, il y a des serpents, il y a des scorpions en période très, 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 très chaude, c'est-à-dire juin, juillet, août.
En dehors de cette période-là, il n'y a pas de scorpions et il n'y a pas de serpents dans le désert. Par contre, on va retrouver des scorpions dans les palmeraies parce que c'est un milieu qui va être très humide. Donc là, on va les retrouver. Mais lorsque vous êtes chez nous et que vous allez dans le désert, les seules petites bébêtes que vous allez rencontrer, ce sont des petits scarabées qui sont complètement inoffensifs. Et puis, on a aussi de temps en temps, bon, j'ai envie de vous dire, on n'a que des scarabées. Il y a des petites gerbilles qui se promènent, donc c'est comme des petites souris, là, mais qui rentrent pas dans le campement parce que mon chien se fait un honneur de les chasser. Mais mon chat aussi, c'est son mets préféré. Tous les soirs, les deux s'en vont à la chasse aux gerbilles. Donc, le fait que nous, on ait aussi des animaux dans le bivouac fait qu'il n'y a pas de bêtes qui rentrent. Mais je vous dis, il y a vraiment des petits scarabées qu'on va trouver, même quand on va dans le désert, c'est vraiment la seule chose que l'on peut trouver. Lorsqu'on est dans le désert aussi, loin du campement, qu'est-ce qu'on peut entendre? On peut entendre des renards et des fennecs au loin. Mais c'est la seule chose, mais c'est pareil, ils ne s'approchent pas des campements parce qu'on sait que c'est des animaux qui sont peureux, donc ce pas des animaux qui vont venir volontairement pour venir voir les gens, etc. Par contre, quand on lève le camp, bah là, on sait qu'ils viennent voir s'il n'y a pas des restes de nourriture qui traînent quelque part. C'est ça. Donc voilà. Et puis, bah, il y a des oiseaux, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux quand même. On a eu beaucoup de pluie l'année dernière, donc ça a quand même multiplié la flore, beaucoup, beaucoup, et la faune. Mais la faune, on a eu une invasion, on a quand même eu une invasion de chenilles l'année dernière qu'on n'a plus, c'est fini. Mais voilà, donc en gros, vous allez trouver du scarabée. Euh, En gros, pour les petites bébêtes, donc c'est complètement inoffensif, faut pas avoir peur. Vous pouvez, quand je vous dis, vous pouvez dormir à la belle étoile, vous pouvez vraiment dormir à la belle étoile sans avoir peur qu'une bête vienne vous piquer la nuit, rentre dans votre sac de couchage, etc. Ça n'arrive pas, c'est pas possible. Et puis, l'autre question qui préoccupe énormément les gens, c'est le côté intime. Comment je fais ma toilette, comment je vais faire mon numéro un, comment je vais faire mon numéro 2, etc., etc. Donc, lorsque vous êtes au bivouac, vous avez vos chambres avec les salles de bain, les douches, les toilettes à l'européenne, l'eau chaude, l'eau froide, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de question qui se pose. Lorsque l'on part dans le désert, nous n'avons pas accès à l'eau pour se laver. Donc là, il faut prévoir en fait de quoi faire des toilettes sèches, des toilettes intimes. Donc c'est des lingettes biodégradables, c'est des sprays d'eau, etc., etc. Mais vous ne pourrez pas prendre de douche à proprement dit lorsque vous serez en trek dans le désert. Mais des fois, ça peut être apeurant comme ça. Il y a des gens qui disent ouais, mais là, je vais être 2 jours sans me laver. Mais enfin, Emmanuel a dû te le dire, hein, là, eux, ils ont passé 6 jours dans le désert, puis il n'y a vraiment pas eu de problème. Ils sont rentrés, puis j'ai même vu des femmes, même pas courir à la douche, là, qui me disent, mais tu vas pas te doucher? Elle me dit, non, mais ça va, je suis bien, je me sens bien. Donc voilà, c'est la première journée, je dirais qu'on cherche un petit peu nos marques, là. Et puis, bah, pour aller à la salle de bain, bah, aller aux toilettes, bah, voilà, on prend son papier toilette, et puis on s'en va dans les dunes et on fait, voilà, on va faire nos besoins cachés parce que les campements sont vraiment dans des dunes, donc il n'y a pas de. Vous avez votre intimité, mais c'est sûr qu'il faut aller marcher un petit peu pour aller faire ce que vous avez, voilà, ce que vous avez besoin de faire. Donc ça, je sais que ça, c'est les grandes préoccupations des gens. Comment je fais ma toilette, comment je fais pipi, comment je fais popo. Bon, voilà. Mais ça se fait vraiment. C'est un retour à la simplicité. C'est ça. OK. Et puis, bah, vous avez accès, alors, vous avez quand même accès à l'eau pour vous laver les dents le matin, vous lavez les dents le soir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce sont les dromadaires qui transportent l'eau. Donc l'eau, ils transportent des bidons d'eau et ils transportent de l'eau minérale parce que vous ne buvrez que de l'eau minérale. Vous allez avoir accès en quantité plus que suffisante de l'eau minérale, mais on n'utilise pas cette eau-là ni pour se laver ni pour aller aux toilettes. Voilà, parce que on est dans le respect de l'animal et nous, on veut pas faire charger 50 litres d'eau pour que les gens se lavent et prennent une douche dans le désert, parce qu'on est dans le respect de l'animal et du dromadaire qui porte les affaires des clients. Mm. Alexandra, par rapport aux marches, tu m'avais dit que si on ne se sent pas de marcher ou si on est fatigué, on peut s'installer sur les dromadaires, c'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours nos dromadaires. J'aime pas les appeler comme ça, mais j'appelle ça mes dromadaires ambulance.
Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont avoir, qui vont être fatigués, qui vont plus, qui vont pas avoir trop envie de marcher. Il y a eu un petit coup de fatigue, je suis un petit peu moins bien, etc. Donc là, on a, selon la taille du groupe, on a toujours 2 ou 3 dromadaires portants, qu'on appelle, mais qui ne sont pas des portants fixes. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, moi, je veux vivre l'expérience, mais je veux absolument pas marcher, puis je veux faire ma méharée, mon trek sur le dos d'un dromadaire tous les jours. Ça, il faut que nous, on le sache à l'avance parce qu'il faut réserver un dromadaire de plus. Donc ça, OK. c'est quand même très important. Ça nous est arrivé l'année dernière. On a eu une dame dans un groupe qui avait une sclérose en plaques et on savait pertinemment que, elle s'appelait Claudia, cette dame, et on savait qu'elle ne pourrait absolument pas marcher. Donc elle avait son dromadaire attitré et elle a fait 7 jours dans le désert. Elle a fait 7 jours. 7 jours dans le désert porté par notre Momo, c'est notre mascotte. C'est notre canapé, c'est notre Rolls-Royce du désert. Donc voilà. Mais effectivement, si vous, s'il y a de la fatigue, si un jour ça va pas, ben oui, ou si ça arrive d'avoir des ampoules aux pieds, ben à ce moment-là, vous dites, hop, moi, là, je suis pas, je suis pas apte à faire l'heure suivante, et ben, je veux m'arrêter, puis je veux monter sur le dromadaire. Et vous pouvez vous reposer et redescendre et remonter. Voilà. OK. Donc ça, Parfait. effectivement, c'est possible sans aucun problème. Je J'ai suis... une question météo, parce que tu disais l'année passée, il a beaucoup plu. Comment ça se passe quand on est dans le désert, qui pleut? En mars, généralement, au Maroc, il pleut pas. Je sais pas quelle est la saison des pluies, mais... Alors, on a eu des très, très, très grosses pluies. On a eu des pluies diluviennes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts le 8 septembre 2024. Une journée, c'est tout. Depuis, Ah il n'a oui, pas replu dans le désert. Voilà. ah oui, ok. Une journée suffit Donc, pour ne voir vous toutes les plantes. inquiétez pas, ne prévoyez pas de vêtements de pluie, ça ne sert à rien. D'accord, merci. Et puis, au niveau début mars, donc là, je vous donne des moyennes de température, hein, parce que vous savez que la météo, ben, on ne la maîtrise pas, hein, le facteur nature, on ne le maîtrise pas. Mais début mars, on est sur des températures avoisinant à peu près les 25-30 dans la journée. Et puis la nuit, on est à peu près à 15 degrés la nuit. OK. Mm, Des belles températures. mm. Ah, des très, très belles températures. Ouais. Février-mars, c'est vraiment... en fait, novembre, février, mars, ce sont vraiment les 3 meilleurs mois pour vivre le désert. OK. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question pour les avions. Donc j'ai été plusieurs fois déjà dans le désert et la dernière fois c'était cette année-ci en Tunisie pour faire une retraite. Et les avions sont de plus en plus, enfin les compagnies d'aviation sont de plus en plus changeantes. Donc moi j'avais pris un bon ticket d'avion et puis 3 mois avant on m'a dit non, ben, écoutez on vous rembourse, on annule le vol. Bon, je suis retombée sur mes pattes. Il y a des Françaises à qui on a dit 3 jours avant qu'un avion était annulé. Et donc, voilà, par rapport aux avions, je ne sais pas très bien. Et donc, je comprends qu'on démarre le 1er mars, mais on va venir de plusieurs, peut-être du Québec, peut-être de Belgique, peut-être de France, peut-être de Suisse. Et donc, Mm. est-ce que c'est pas mieux de se retrouver la veille au soir? Parce que le 1er mars, c'est pas évident que tous les avions, par exemple de Belgique, je crois pas qu'il y a d'avions qui arrivent le 1er mars matin. Donc, il faut arriver Alors, en la fait, veille. Est-ce que vous avez des compagnies que vous conseillez plus que d'autres qui sont plus fiables pour maintenir leur date? pour ceux qui viennent du Québec, on travaille, bah, moi, je travaille principalement avec Air Transat parce qu'on a le vol Montréal-Marrakech direct qui est hyper fiable, qui part. Et donc là-dessus, pour moi, c'est les vols que moi, je prends parce que en ce moment, je suis au Québec. Là, je retourne bientôt. Euh, on a une fiabilité aussi avec Royal Air Maroc. Donc ça, c'est pour les vols. Je vous parle des vols du Québec. Mais Royal Air Maroc, le problème, c'est que des fois, il y a un changement. Il y a toujours un changement, en fait, à Casablanca. Et moi, j'ai déjà eu des annulations pour le vol Casablanca-Marrakech. Et puis, ben, les prix sont quand même pas donnés. Donc, Air Transat, pour moi, aujourd'hui, est le plus fiable. Alors, ensuite, pour voyager aussi de la France, parce que j'expliquais tout à l'heure que voilà, moi j'ai mes parents qui sont en France, mes enfants au Québec et moi au Maroc. Donc, je voyage beaucoup entre les pays. Jusqu'alors, la compagnie avec laquelle j'ai le plus de difficultés, c'est EasyJet. Effectivement, ils ont souvent des annulations d'avions. Donc, moi, je voyage énormément avec Ryanair. Ryanair, on peut avoir des retards, mais on a quand même les vols d'école. Et je voyage beaucoup avec Ryanair. Quand je vais en Espagne, c'est Ryanair. Portugal, c'est Ryanair. Après, de la Belgique, je ne sais pas. Je ne connais pas.
Mais vraiment, de la France, ma compagnie de confiance, c'est Ryanair. D'abord parce que les vols décollent et que les rapports qualité-prix est meilleur. Mais EasyJet, là, ça fait 3 fois que je le prends et 2 fois que mon avion est annulé. Donc, je me retrouve à Mhm. l'aéroport, à attendre que ça se passe, à devoir me débrouiller toute seule pour retrouver un avion le lendemain. Donc, moi, j'ai dit, je suis désolée, mais plus jamais cette compagnie. Malheureusement, moi, je boycotte EasyJet et j'ai beaucoup, beaucoup de gens, effectivement, qui disent, comme vous l'expliquiez, Kriska, c'est ça? Et Oui. effectivement, des fois, c'est 2 jours avant, bah, votre vol est annulé, tatati, tatata. Mais ça marche pas parce que derrière, il y a quand même des réservations qui sont prises, des séjours qui sont achetés, etc. Donc, oui, effectivement, le départ a lieu le 1er mars et on va décoller de Marrakech au plus tard à 9 heures du matin. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de vol avant le mardi 1er mars à 9 heures, parce que c'est l'heure maximale avec laquelle on va descendre dans le désert, il va falloir prendre votre vol le 28 février pour arriver à Marrakech et dormir sur Marrakech pour être présent le 1er mars. Donc là, il y aura un premier point de rendez-vous qui sera à l'aéroport et on aura un deuxième point de rendez-vous qui sera dans Marrakech où les minibus viendront récupérer les clients qui seront déjà arrivés. Pour le départ, c'est la même chose. Le départ va se faire le 12 mars. Donc, ne prenez pas de vol le 11 parce que c'est risqué là. Parce que même si on est sur Marrakech le soir, ça peut être très risqué parce que vous savez pas forcément. Vous savez, les vols Marrakech, c'est soit ça passe tout seul, soit c'est 3 4 heures d'attente. Autant à l'arrivée qu'au départ. Donc, ça dépend vraiment Puis le mois de mars, c'est un mois très prisé. Donc, il faut que vous preniez un vol de retour le 12 mars le matin ou en après-midi. Et si vous voulez, bah, vous prolonger votre séjour sur Marrakech ou dans d'autres villes du Québec, vous êtes libre aussi de le faire également. C'est ça. Et la nuit du Et donc 11, Ryanair, tu as confiance dans Ryanair. Oui, tout à fait. Ah oui, vraiment. Tu sais, moi, la dernière fois, ça m'est arrivé. Là, bah, où est-ce que j'allais? Bah, je rentrais en France. Oui, je rentrais en France. Puis, bah, moi, je fais Marrakech-Paris-Beauvais. Et bah, j'ai eu un retard de 2 heures. Mais bon, j'ai eu un retard de 2 heures. Mon vol est parti, là. Puis, je me dis, bon, j'ai un retard de 2 heures. J'ai un retard de 2 heures. Ça peut arriver. Une fois, j'ai pris un vol pour Malaga. J'ai un retard d'1 heure. Mais tous mes avions décollent. Tous, 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 tous. OK. Et Alexandra, donc la nuit du 11 mars à Marrakech, elle est incluse aussi. Ouh, elle n'est pas inclue. Elle C'est-à-dire n'est que pas incluse. non, elle n'est. Ah non, 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 excuse-moi, non, n'importe quoi. Le 11 mars, oui, elle est inclue. Votre OK. séjour va de votre descente à l'avion le 1er mars, bah, l'arrivée le 1er mars, jusqu'au 12 mars le matin après le petit déjeuner. C'est ça. Donc OK. la nuit dans Marrakech le 11 est inclus dans le séjour. OK. Et Parfait. tu peux nous conseiller un hôtel du 28 au 1er ou qui serait près de l'endroit de rendez-vous? Bon, Non. c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais moi j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre budget. Ça dépend est-ce que vous voulez être dans la Médina, est-ce que vous voulez être près de la plage Jamal El Fna, est-ce que vous voulez rester près de l'aéroport. Enfin, puis il y a des milliers d'hébergements à Marrakech, que ce soit des riads, des hôtels, des Airbnb, etc. Donc moi j'ai envie de vous dire un petit peu, allez plutôt magasiner, allez regarder sur Booking. Regardez ce qui vous plaît selon votre budget parce que oui, moi j'ai des riads, oui, j'ai des contacts, mais c'est tellement aléatoire. Là, je veux dire, moi je peux vous proposer des riads à 150 euros la nuit, comme je peux vous proposer une auberge de jeunesse à 20 euros la nuit. Vous voyez? Donc D'accord. c'est tellement différent que je pense que là, il faut que chacun regarde un petit peu. Mais vous vous mettez sur Booking, c'est vraiment très fiable. Moi, c'est là-dessus quand des fois je cherche des nouveaux hébergements sur lesquels je vais. Et puis vous regardez votre budget, vous regardez la situation. Moi, ce que je vous conseille fortement, ne prenez pas de riad au cœur des souks et de la médina de Marrakech parce que c'est très compliqué à les trouver. Donc, préférez à la rigueur, si c'est juste pour dire j'arrive, je me pose, puis le lendemain je décolle, ben, prenez plutôt des hôtels en dehors de la médina de Marrakech ou près de l'aéroport. Il y a aussi des hébergements près de l'aéroport. Vous serez quand même plus tranquille. Maintenant, si vous voulez dire, ben moi j'arrive en après-midi, mais je veux quand même aller sur la plage Jamal El Fna, je veux aller voir les souks, etc. Parfait, mais essayez quand même de prendre des hôtels qui soient soit dans le quartier de Guélise, soit à l'extérieur vraiment de l'enceinte de la Médina, parce que sinon, je vous promets, on se perd. Puis là, il y a des gens qui vont dire, je vais te guider, je vais te prendre ta valise, puis ça va vous coûter 20 euros par-ci, puis 15 euros par-là. Enfin, et ça, je veux pas que vous viviez ça, en fait.
Mm. Il y a Et un tu peux pas nous dire l'endroit où tu vas le lieu de rassemblement, de telle façon qu'on puisse prendre quelque chose qui est près de là, parce que tu dis que donc il y aura deux points, donc il y aura l'aéroport et puis un point à Marrakech. Si tu nous dis déjà où sera le lieu de rassemblement à Marrakech, on peut chercher dans ces environs-là. Mhm. En fait, c'est ce que Euh, j'explique. Krishka, c'est déjà écrit sur la page, Ah, sur la d'accord, page de l'école. C'est déjà écrit quel est le deuxième point de rencontre. d'accord. Le point de rencontre va se faire près de la plage de Malefna parce que je sais que la majorité des gens veulent aller à cet endroit. Mm. Ok, OK? ça va. Après, moi, je dis aux gens, vous pouvez y aller, mais faites attention. Vous savez, quand vous êtes sur Booking, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup de Booking, c'est quand vous regardez, à un moment, vous allez voir, ça vous fait un carré vert. Le carré vert, c'est la Médina, c'est les souks. Et prenez les hébergements à l'extérieur de ce carré. Voilà, parce que vous allez éviter toutes les ruelles, etc. Si vous voulez aller dans Guéliz, mais c'est à 10 minutes de la plage Jemaa el-Fna en taxi. Là, j'ai deux hôtels dans lesquels moi je vais avec mes clients. En fait, je donnerai je n'ai plus les noms là. Il y a le Toulousain et l'autre qui est le Caspien. Voilà. Mais je donnerai les informations à Della. Au pire, elle pourra vous les transmettre. Un très bon rapport qualité-prix. C'est des hôtels propres avec vous pouvez souper sur place. Puis l'avantage, c'est que c'est juste à côté de Guélis, c'est le boulevard Mohamed V. Donc là, il y a énormément de commerce. Pareil, il y a énormément de restaurants. Donc voilà, c'est le Marrakech moderne. Voilà, c'est pas le Marrakech traditionnel. Merci. OK? D'accord. Virginie. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Est-ce que pour aller à Mamit, on passe par Ouarzazate? Est-ce que c'est envisageable d'atterrir là ou de repartir de là? Est-ce qu'il y a un aéroport? Oui, alors il y a un aéroport à Ouarzazate, effectivement, puisque oui, le transfert se fait par Ouarzazate parce qu'il n'y a qu'une seule route, qu'on appelle la nationale 9, hein, pour Ah descendre oui. de Mamid à Marrakech. Donc effectivement, on passe par Ouarzazate. Donc vous pouvez arriver sur Ouarzazate si vous le souhaitez et repartir de Ouarzazate, mais en même temps, ouais, ça faudrait voir parce que pour l'aller, c'est plus facile, sauf que pour le retour, vous vivrez pas l'aventure Marrakech. Mais si c'est plus facile Parce pour que, vous, quand on remonte, on vous dépose sur Ouarzazate et puis vous oui, attendez pour prendre votre vol de retour. d'accord. L'aventure Marrakech, ça veut dire qu'il y a une forme de clôture Il y a de... la dernière nuit qui se On passe a à vu. Marrakech, donc Oui. voilà, on va partir de bonne heure le matin, on va faire la route et puis il va y avoir justement, parce qu'on ne l'aura pas fait à l'arrivée, il va y avoir la visite des souks, une soirée dans Marrakech, voir la Médina, voir la plage Jemaa el-Fna, etc. En fin de, comment ça s'appelle, sur la dernière soirée. Et puis après, voilà, puis je pense que après, moi, je ne connais pas encore le planning de Della, mais il va sûrement faire aussi sa séance sa soirée de clôture cette journée-là. Justement, cette soirée de clôture et tout, est-ce qu'on est tous, on se trouve tous au même hôtel à ce moment-là? Et il y a une salle? Mais on va s'arranger. On va s'arranger pour. Moi, de toute façon, l'hôtel n'est pas encore déterminé. Parce que OK. je ne peux pas déterminer à l'avance les hôtels. Parce qu'il faut que j'ai le nombre de personnes, il faut que je sache est-ce que j'ai des doubles, est-ce que j'ai des simples, est-ce que j'ai des individuels. Là, j'ai un groupe de 25 personnes du Québec qui arrivent, puis j'ai dû changer d'hôtel il y a une semaine parce que j'ai pris l'individuel, individuel, individuel, individuel. Puis l'hôtel ciblé, j'avais plus assez de chambres. Donc ça, c'est toujours en dernière minute, mais l'ensemble des gens se retrouvent dans le même hôtel. Je trouve que c'est très, très important. Parfait. Autre question? J'imagine que le prix de différence, si on prend dans le désert, si on prend une chambre seule ou à deux ou à trois, le prix est différent sans doute, non? Il n'y aura pas de chambre seule dans le désert, c'est impossible. Ah, d'accord. Donc ça sera Voilà. deux ou trois. Oui, exactement. Ouais. Mm. Et le prix est toujours le Moi, même. j'ai une Oui. petite question sur Si- la chaleur, le soleil, tout ça. Moi, c'est la seule chose enfin, c'est une chose que je crains. Donc, Oui, alors est-ce qu'on marche oui, pardon. le matin ou Ouais, Julie, je finis juste pour répondre à Kriska sur le fait des chambres individuelles. Donc,
Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas un établissement avec 50 chambres et on n'en veut pas. Donc, par contre, on a des gens qui aiment dormir seuls. Donc, ce qui est possible aussi, parce que je vous disais que les températures vont être très bonnes. Moi, j'ai beaucoup de gens là qui prennent les matelas ou qui dorment dehors parce qu'on a tout un système de matelas autour du feu le soir. Et on a aussi des gens qui peuvent choisir d'aller dormir à l'extérieur de la chambre si jamais ils veulent vivre l'aventure d'être seuls. Mais on ne peut pas vous garantir de chambre individuelle. Juste pour Donc, Julie, terminer sur pour... les chambres, ah pardon, juste pour terminer sur les chambres, c'est possible. Dans le désert, Oui. est-ce qu'il y a un accès d'électricité ou quelque chose comme ça, des générateurs ou pas? Pas du tout. C'est Alors oui, simplement on a que je accès à dors en fait, l'électricité. je dors avec une CPAP, donc du coup c'est Possible. juste voilà, si je suis obligée de prendre ma CPAP en fait. Oui. Donc ça, c'est pas une grosse consommation énergique, ça. Ouais, non, je pense Non, non, pas. c'est ça, parce que j'ai déjà quelqu'un qui est venu. Non, nous, alors, l'électricité, elle fonctionne par panneau solaire. Donc, on a des prises de 120. Donc, vous pouvez recharger vos téléphones, vous pouvez recharger. Voilà, toi, tu pourras utiliser ton appareil sans aucun problème. Par Ok, contre, tout ce qui est sèche-cheveux, plaqueur, lisseur et compagnie, c'est totalement interdit dans le bivouac parce que ça amène une trop forte consommation d'énergie. Et j'ai déjà eu l'expérience que ça nous a fait exploser notre système de batterie. Donc, ça nous a coûté d'accord. très cher pour un brushing. Ok, merci. Donc, Julie, pour revenir à ta question sur la température, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En début mars, comme vous, là, vous êtes dans des températures qui vont être à peu près entre 25 et 30 degrés. Mais comme je le dis, ça, c'est la moyenne par habitude que l'on a dans le désert. Est-ce qu'il va faire plus chaud? Est-ce qu'il va faire moins chaud? Ça, je ne peux pas le garantir, mais on est vraiment dans les températures idéales début mars. Là, on est plus à 25, 27, 28 que 30. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose, autre question? J'imagine que la question que personne n'ose poser, c'est est-ce que les cellulaires fonctionnent? Est-ce que les portables fonctionnent dans le désert? Mm. Alors, vous pouvez acheter, vous pouvez prendre un abonnement, vous pouvez prendre des eSIM, vous pouvez plugger vos abonnements actuels du pays où vous êtes pour la version voyage, etc. Vous pouvez acheter des cartes SIM marocaines que vous pouvez installer dans votre téléphone quand vous arrivez. Euh, la seule chose que j'ai envie de vous dire, et on a la Wi-Fi au bivouac, donc c'est une Wi-Fi, mais c'est pas on n'a pas du tout la fibre optique, hein. Donc quand j'ai 10 personnes qui se connectent, ils me disent, ah, ben, t'as la Wi-Fi, Alex, mais ça marche pas. Ben non, parce qu'on est au cœur du désert, puis que c'est pas un gros réseau. J'ai une Wi-Fi qu'on a mis sur le toit de la cuisine, puis il advienne ce qu'advient là. Mais j'ai juste envie de vous dire, mais déconnectez-vous là, vraiment. Puis si, moi j'ai des groupes qui viennent là, puis ils le savent, là, les animatrices disent, écoutez, moi il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien du tout. Moi, les gens, je donne mon numéro. Moi, je suis malheureusement connectée H24. Donc, les gens, ils ont mon numéro et s'il y a des urgences, ben, ils peuvent appeler avec mon numéro et les gens, s'il y a des urgences de leur côté, eh ben, ont mon numéro de contact d'urgence et peuvent me rejoindre. Ils ont mon mail, etc. Donc, on a eu un cas d'urgence l'année dernière qu'on a géré parce que les gens, justement, m'ont contacté. J'ai géré avec la personne en question et voilà. Mais j'ai juste envie de vous dire, vraiment, vivez le désert, là. Moi, je vous dis des fois, là, il y a des choses pas qui me font mal parce que les gens viennent en vacances, là, puis arrivés, il y a 30 minutes de temps libre, et ben vous voyez les gens qui courent en haut des dunes avec leur téléphone pour essayer de pogner le réseau, là. Ça a juste pas de sens, là. Puis il y a comme quelque chose qui se casse, là. Puis des fois, ben, on va avoir une mauvaise nouvelle, on va avoir quelque chose sur les réseaux qui nous plaît pas, puis ça casse un peu l'ambiance. Puis moi, j'ai Mm. envie de dire aux gens, là, soyez là pour vous, et puis prenez cette semaine vraiment pour vous déconnecter du quotidien. C'est tellement important. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, advienne parce que les gens font ce qu'ils veulent, mais il y a la Wi-Fi au bivouac et vous pouvez avoir accès à des réseaux de téléphone dans le désert également. OK. Une expérience que j'avais eue dans le passé, en fait, c'est qu'il y avait l'une ou l'autre personne de l'équipe sur place qui utilisait fortement son portable pendant la retraite. Et comme c'était écho, on entendait vraiment beaucoup. Donc, j'imagine que l'équipe sur place n'utilise pas tant leur portable. Ah, tu parles de mon équipe? Oui.
Ouais, bah, notre équipe, de toute façon, bah, ça leur arrive de l'utiliser dans la journée, mais c'est très rare parce que de toute façon, ils sont au travail. Et eux, ils ont l'obligation, quand c'est le soir et qu'ils veulent justement appeler leur famille, parce qu'on en a beaucoup qui ont des enfants, etc., ils doivent partir du camp pour passer leurs appels téléphoniques. OK, parfait. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mhm. On a fait le tour? Bon, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Moi, je vais demander, est-ce qu'on a besoin d'un sac de couchage quand on fait le trek? Ouais. Alors, Oui. vous pouvez prendre un sac de couchage. Nous, on ne le fournit pas. Par contre, on fournit à tout le monde un matelas de trek et on fournit une couverture berbère. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous êtes bien habillé et puis que vous avez votre couverture, le sac de couchage en mars, il n'est pas forcément utile. Mais si vous en voulez un pour votre confort, vous pouvez le prendre également. Mais nous n'en fournissons pas. Mais on fournit une couverture à chacun. Donc, c'est des grosses couvertures en laine, là. Dès là, je sais pas si Emmanuel en avait ramené, parce que je sais que le groupe de France, ils avaient tous ramené leur couverture. Écoute, pas ma connaissance, mais bon. Est-ce qu'il y a une date limite d'engagement pour laquelle il faut, voilà, il faut se décider? Ça, c'est Dès là qui répond à cette question. Ah, écoute, moi, j'ai pas mis de date finale. Probablement que selon, à mesure des inscriptions, on pourra voir aussi, on pourra voir l'évolution des inscriptions, puis je vous aviserai de toute façon par infolettre si on voit qu'on met une date limite ou tout ça. C'est sûr qu'on mettra pas une date limite jusqu'à la veille du départ. C'est ça, je vais voir. C'est impossible. Moi, souvent, quand c'est des groupes, je clôture minimalement 3 semaines avant parce que, comme je vous expliquais, moi, j'ai une logistique, là. C'est même 30 jours avant parce que j'ai une logistique de dire, il faut que je trouve le bon hôtel. Est-ce que je réserve un minibus? Je réserve 2 minibus. On est en pleine saison. C'est vraiment la plus haute saison touristique. Donc, il faut que 30 jours avant, on ait, voilà, le groupe qui soit déterminé. Et après, effectivement, ben, il peut y avoir 1 à 2 personnes qui se rajoutent, mais on prendra pas les inscriptions jusqu'au 15 février, quoi. C'est ça. OK. Bon, bien, je pense on a fait le tour, à moins qu'il y ait une dernière question. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, ben, au plaisir de l'aventure, d'explorer tous ensemble le désert, de profiter hein, de ce qui sera offert. Au niveau de la retraite comme telle, la majorité d'entre vous me connaissez. Euh, je- je- J'anime beaucoup à partir de ce qui émerge dans l'instant, de la vie qui est là et qui nous parle. Et je souhaite du plus profond de mon cœur d'être au service de ce qui est là, de ce qui émerge, à votre service et au service de la vie. Donc, voilà. Je vais vous mettre dans le chat, pour ceux qui veulent avoir un visuel sur le bivouac, je vais vous mettre le lien de notre page Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir aussi avoir un visuel du bivouac, des chambres, les dunes, etc., etc. Je vais vous mettre ça tout de suite. Ça peut aussi vous donner un aperçu de l'environnement magique dans lequel on va vous accueillir. Voilà, je vous l'ai bah, c'est écrit de Facebook, mais vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la page du Facebook. Ça s'appelle, alors je vous l'écris, Bivouac Nour Sahara. Ah oui, tout de suite. Voilà. Bon, ben merci infiniment à tous, à toutes. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, un moment à rêver, hein, Oui, à rêver la vie. Alors, ben, je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions de m'écrire. Et moi, je suis en contact avec Alexandra de toute façon et on se tient au courant pour la suite. merci de la. OK, allez, au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Bonne Ciao. soirée. Au Ciao, revoir. ciao. Salut, bye bye.